Bonjour, bienvenue à ce midi-conférence de l'UPLSSS. Merci d'être venu en grand nombre. On aime ça beaucoup. Avant de commencer vraiment, j'aimerais vous rappeler là, les petites règles de fonctionnement qu'on a pour les midi-conférences. Tout d'abord, on invite les participants à garder leur micro et vidéo fermés. La présentation, comme vous savez déjà, elle est enregistrée. Elle va se retrouver aussi sur le site de l'UPLSSS. La période de questions ne sera pas enregistrée, elle va être coupée au montage. Les questions, on vous invite à les poser à la fin de la présentation ou en tout cas de toute façon via le chat et on revient avec ça à la fin. Les personnes qui interviennent verbalement au cours de la présentation, si ça devait arriver malgré tout, là, sachez qu'on considère qu'à ce moment-là, que c'est comme un consentement implicite à ce que votre intervention soit diffusée sur le site Web. Donc, ça va être intégral, il n'y aura pas d'édition. Et les personnes qui souhaitent avoir aussi une attestation de participation à l'activité, vous pouvez en faire la demande à Frédéric Lemieux de notre équipe qui nous donne un très bon coup de main avec la rencontre d'aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, donc aujourd'hui, vous avez été plus de 100 personnes inscrites et puis on voit qu'il y a des participants qui ne cessent de s'ajouter. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Encore aussi, avant de commencer, justement, je vous invite à utiliser la fonction conversation, le chat de Zoom pour un petit peu vous présenter, c'est-à-dire par exemple, écrire ce que vous faites dans la vie, puis votre établissement. Exemple, ben, moi, j'écrirais coordonnatrice de recherche à l'UPLSSS Sius Estrichus. Donc, vous pouvez écrire ça. Donc, comme ça nous aide, nous et aussi nos conférencières, à savoir un petit peu à qui on s'adresse. Ça peut parfois nous aider à ajuster un petit peu notre intervention. Alors, maintenant, on y va pour vrai. Je vous présente les personnes qu'on accueille aujourd'hui. On a en fait Madame Josée Grenier, qui est professeure à l'Université du Québec en Outaouais, en l'UQO. Elle est aussi membre régulière de l'Axe développement des communautés de notre institut. Elle est aussi au Centre de recherche sur les innovations sociales, CRISE, et du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie. Et je vois aussi du Réseau de recherche en santé de population du Québec. On accueille aussi Madame Maxime Florence Monette-Drévion, et qui a été assistante de recherche dans ce projet dont on va vous parler aujourd'hui. Elle est aussi chargée de cours au département de travail social à l'UQO également. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais qui ont été co-chercheurs, si je me souviens bien, vous pourrez me corriger. C'est Isabelle Marchand et Mélanie Bouc, également professeure de travail social à l'UQO. Voilà, alors donc ces dames vont nous parler de leur projet, qui, en fait, aujourd'hui, ça s'intitule « Pratique d'intervention sociale dans le contexte de la COVID-19 en milieu communautaire et institutionnel ». Je vous laisse maintenant la parole. Bon, ben avant de débuter, ben, j'aimerais remercier aussi pour cette invitation-là. Puis j'aimerais également remercier tous les participants et participantes là, qui ont bien voulu nous donner de leur temps pour la recherche. Également, on a nommé initialement là, les chercheurs qui ont participé à la recherche. Et on a aussi 2 étudiantes qui ont travaillé avec nous. Il y a Ariane Sissavat, là, qui est étudiante à la maîtrise à l'UQO, et Olivier Lorrain, qui ont bien participé avec nous là, comme assistant de recherche également en cours du processus.
En fait, le plan de la présentation aujourd'hui, une courte introduction en lien avec la crise sanitaire et sociale, les objectifs de la présentation, la recherche, une mise en contexte sur les enjeux sociaux en lien avec la pandémie, une brève présentation du cadre théorique, le processus de recrutement, les propos des intervenants, une brève analyse et enfin la conclusion. Je vais partager, je dirais, la présentation aujourd'hui avec ma collègue Maxime qui a bien voulu faire cette présentation-là avec moi. Je la remercie. Alors, brièvement. En fait, qu'est-ce qui nous a amené à faire ce projet-là? Au tout début de la crise, on avait surtout un discours qui était orienté là, sur les enjeux biomédicaux de la pandémie. Le focus était également mis là, davantage sur les professionnels du secteur de la santé, du réseau de la santé et des services sociaux. On avait peu d'informations initialement sur les enjeux sociaux de la pandémie. Puis également, je dirais, tous les intervenants sociaux qui travaillaient durant la pandémie étaient un peu laissés dans l'ombre. Donc, pour mieux comprendre les impacts et les enjeux sociaux de la pandémie sur la population, on a décidé de démarrer un projet de recherche. On était aussi préoccupés face aux enjeux de la crise, comment les intervenants sociaux adaptaient aussi leurs pratiques face à la crise, également l'impact de la crise chez eux et chez elles. Donc, la recherche a démarré en septembre 2020 et s'est terminée en décembre 2020. Donc, on a travaillé de façon intensive là, durant cette période-là, période de recrutement, puis également faire, je dirais, les entretiens. Le recrutement s'est fait à partir de nos réseaux respectifs. On a eu quand même une bonne réception là, de la part de la communauté à participer au projet. Pour le recrutement, au total, on a recruté 17 intervenants du réseau public. On a eu aussi des organisateurs communautaires et puis des animatrices, des intervenantes communautaires qui ont participé au projet. Donc, un bon nombre de personnes, je dirais, du réseau de la santé, des services sociaux et qui étaient aussi de différents programmes, là, du SAPA, du GED, Crise ado-famille, de la PJ. Et également un bon nombre d'intervenants du milieu communautaire, Centre d'hébergement pour femmes, le Centre de pédiatrie sociale, de l'OMH. Les entretiens ont eu lieu sur la plateforme Zoom. Donc, les entretiens d'une durée environ de 60 minutes à 90 minutes. Pour la présentation d'aujourd'hui, on n'a pas la prétention d'avoir documenté l'ensemble des enjeux en lien avec la pandémie et l'enjeu d'intervention sociale, mais ça donne quand même une bonne idée des enjeux du terrain et ce à quoi ont pu faire face là, les intervenants sociaux, également l'impact de la crise sur la population. Non plus, les résultats, comme vous le verrez, ne sont pas homogènes, c'est hétérogène, là, les réalités étant aussi différentes d'un secteur à l'autre. Donc, brièvement, là, pour faire un lien avec les enjeux sociaux, on a vu là, en lien avec la pandémie qu'il y avait une exacerbation aussi de certains enjeux sociaux, puis que la crise avait aussi amené des enjeux, des effets collatéraux. Rapidement, là, ce qu'on a pu énumérer, puis on pourrait aussi allonger la liste, l'aspect de la violence familiale, les féminicides, qui ont un grand nombre, la maltraitance des enfants, la précarité, l'insécurité alimentaire, l'isolement des personnes en CHSLD, l'isolement social aussi de différentes catégories de population, le problème de santé mentale, l'anxiété croissante, le déconditionnement des personnes aînées là, par le manque de services à domicile. On voit l'impact actuellement là, du déconditionnement. La détresse également des personnes aidantes. Impossible d'aller visiter, je dirais, leurs proches au sein des résidences privées, au CH, au CHSLD, même des gens qui étaient aussi en fin de vie.
la détresse également des étudiants. Il y a eu de l'abandon scolaire, également le stress post-traumatique des travailleurs de la santé, des services sociaux, l'âgisme systémique, la perte d'emploi et de revenus. Donc, il y a un ensemble de problématiques importantes qui étaient déjà présentes, mais qui est venu, je dirais, est venu s'accroître là, ou qui est devenu davantage problématique en lien avec la pandémie. Donc, de façon générale, là, une crise, ça amène une désorganisation aussi pour une période plus ou moins longue. Il y a un chaos aussi. La crise amène souvent un chaos, une désorganisation. Puis la crise nous appelle à faire autrement, en fait. La crise, c'est un processus qui est non linéaire. Il y a des hauts et des bas durant une crise. Et puis, on est à la recherche de solutions pour trouver une issue, pour trouver des solutions. Mais ça ne se fait pas du premier coup. Il y a des tentatives, on fait des essais, on fait des erreurs. C'est un processus qui est également évolutif et transformatif, donc qui évolue au fur et à mesure dans la durée. Ça peut être un processus plus ou moins long. C'est également un processus transformatif qui vont soit transformer des organisations, si on avait un intérêt sur les organisations, mais qui va aussi transformer les acteurs qui vivent la crise, mais également les collectifs, ici les collectifs de travail. Donc, à la fin du processus, on retrouve normalement des personnes et des organisations qui sont transformées par la crise. En fait, au niveau de notre cadre théorique, on a utilisé la courbe en U comme cadre théorique pour documenter la recherche. En fait, c'est relativement simple. C'est donc initialement, avant la crise, on est dans un ordre des normes ou des normes et des règles et des normes qui sont établies. On est dans la quotidienneté. Donc, lorsque la crise arrive, on est face à un choc. Souvent, les gens vont être déstabilisés face à la crise. Il y a un choc initial, souvent une perte de repères. Puis avec cette perte de repères-là et avec la crise, il y a différentes émotions qui émergent chez les acteurs, chez les gens qui vivent la crise. Ça amène aussi une période de désorganisation. Et peu à peu, les gens vont retrouver pied aussi. Donc, il va y avoir l'émergence de nouveaux repères. Puis, on va être davantage, je dirais, disposé à trouver des solutions pour se sortir de la crise. Donc, on arrive dans une période de réorganisation et on se réorganise et par la suite, on arrive à une relative stabilité, à un ordre établi. Je ne suis pas en train de dire ici que le nouvel ordre établi est arrivé. On est toujours dans la crise, mais quand même, on a vu qu'à travers, ou on va voir qu'à travers le processus vécu au sein des organisations et des personnes, on a retrouvé une relative stabilité dans l'organisation, dans les organisations. Pour la suite de la présentation, je vais laisser la parole à Maxime et puis moi, je vais revenir à la toute fin. Bien, bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous ce midi. Donc, c'est ça pour la suite. On parle un peu ici des impacts là, de la pandémie sur le réseau particulièrement. Étant donné qu'on a rencontré des intervenants et du réseau et des organismes communautaires, je parle un peu des deux, mais on va spécifier aussi un petit peu plus loin là, pour le communautaire. Donc, au niveau du réseau, ce qu'on a constaté et qui a été nommé beaucoup, c'est qu'il y avait déjà une fragilité et que ça donnait vraiment des impacts supplémentaires, là, la crise de la pandémie sur le réseau qui était déjà fragile. Il est ressorti aussi là, pour la majorité que l'organisation avait été plus ou moins lente à réagir. Donc, il y avait certaines attentes là, dans les équipes de dire qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise et tout ça, puis que les consignes n'arrivaient pas nécessairement. Dysfonctionnement aussi, là, on le voit dans les verbatims, le manque d'autonomie locale, le manque de valorisation du jugement professionnel, comme si on n'était pas écouté, les gens qui étaient sur le terrain là, dans la crise et que c'était long avant de bouger. Au niveau des communications aussi, la majorité des gens là, ont mentionné que les communications étaient souvent contradictoires, fait qu'il y avait beaucoup de confusion. Fait qu'on a des exemples de verbatim ici, là, tourbillon de communication. Le matin, on recevait des consignes. L'après-midi, ça pouvait être autre chose. Des lettres aussi, une lettre qui rentre d'un PDG qui dit qu'on ne va plus à domicile, puis finalement, le lendemain, on dit non, on continue, on va à domicile. Donc, beaucoup de confusion là, dans les consignes.
ce qui rendait là, pour tout le monde encore plus difficile là, à s'adapter, puis beaucoup d'incohérences dans la situation. On a aussi beaucoup entendu qu'il manquait du matériel de protection, qu'on en a eu à certains moments, certaines livraisons. Après ça, il n'y en avait plus. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise dans ce cadre-là? Et que la pandémie a vraiment eu un impact important sur les intervenants qui étaient déjà usés, fatigués. Donc, quand on arrivait à la maison, beaucoup de détresse et tout ça. Fait qu'on a un petit verbatim ici, là, ce qui donne vraiment un bon exemple de ce qu'on a entendu. Je braillais, je capotais, je ne savais pas, je n'étais plus capable de dormir. Donc, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. La crainte aussi de est-ce que je pourrais ramener le virus à la maison, les enfants. Fait que, il y avait beaucoup d'insécurité, de frustration, de peur là, au travers de la crise. Fait que comme s'il y avait une tension là, tout le temps. Évidemment, le délestage dont on a beaucoup entendu parler. Donc, il n'y a pas la majorité des intervenants qu'on a rencontrés qui ont été délestés, mais quelques-uns l'ont vécu et sinon, la majorité l'ont vécu dans leurs équipes, même si ce n'est pas eux-mêmes qui ont été délestés. Puis, on a reçu une certaine compréhension de la situation. On comprend qu'on doit aller donner un coup de main ailleurs et tout ça, mais ça vient peser lourd. Sentiment d'être un pion aussi qu'on a entendu. Fait qu'on comprend qu'il y a un besoin. On est content d'être là, de pouvoir aider, sauf que ça pèse beaucoup sur les intervenants. Aussi, le peu de ressources qui fait que, bon, les intervenants qui quittent les équipes parce qu'ils sont délestés, donc on doit là, prendre les dossiers des collègues, etc. Fait que de sentir un poids aussi à cause du délestage dans l'équipe. Donc, au niveau des conséquences que ça a eu aussi là, pour les personnes directement, fait beaucoup d'absences, de congés de maladie, des démissions. Il y a des équipes là, dans le communautaire qui peuvent avoir reçu 2, 3 démissions dans le même mois, donc ça a été très difficile. Aussi, des gens qui ont été en congé de maladie, qu'on a vu dépérir, etc. On considère qu'il y avait vraiment une détresse majeure là, chez les intervenants. Donc, il y en a qui ont dû là, arrêter de travailler, qui ont pris la décision d'arrêter. Pour le communautaire, plus principalement, on a constaté que la majorité se sont adaptés rapidement, soit vers un mode virtuel, par téléphone. Ils ont commencé à faire des appels avec les gens directement, avec leurs utilisateurs. Il y a certains organismes qui n'ont jamais arrêté de travailler, qui n'ont pas fermé leurs portes. Donc, ça, c'était vraiment une fierté. On le ressentait, ils ont été obligés de s'adapter, puis tout ça, de respecter les mesures, mais ils ont continué d'offrir des services. Ils se sont adaptés aussi aux nouvelles mesures de distanciation, ce qui a obligé, là, dans certains organismes, à baisser la capacité d'accueil, à baisser le nombre d'activités, à réorganiser l'horaire et tout ça. Ça a aussi soulevé certaines questions, étant donné qu'on est tombé plus dans l'urgence pour offrir des services, etc., puis que les organismes communautaires ont pu sentir qu'ils perdaient un peu leur rôle de transformation sociale. On a aussi reçu beaucoup de questionnements par rapport aux espaces démocratiques. Comment garder la vie démocratique dans les organismes communautaires en temps de crise, alors que justement, on devient plus des dispenseurs de services. Et également, chez les intervenants, beaucoup de stress dans le communautaire. Suivant. Donc, comme on dit, ça entraînait en général une diminution de services, soit parce qu'on devait adapter les services qui étaient là, soit parce qu'on manquait de personnel, délestage, fermeture de plusieurs organismes communautaires. On entendait beaucoup dans le réseau des organismes vers qui on voulait référer, qu'on ne peut plus référer parce qu'ils sont fermés temporairement, etc. Donc, évidemment, beaucoup d'impact direct sur la population. Puis c'est une des préoccupations qui ressortait le plus chez les intervenants qu'on a rencontrés. Donc, il y a des gens qui se retrouvent sans service, on est inquiet, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, etc. Des inquiétudes aussi que les crises, qu'il y ait une exacerbation des problématiques chez les utilisateurs. Il y a aussi un temps que, bon, il y a des services qui n'existaient plus du tout, comme on disait, qui ont dû fermer temporairement. Donc, une augmentation de la détresse psychologique. Là, ici, on a un exemple là, de verbatim, quelqu'un qui disait chez les personnes âgées, dans les résidences privées, etc. Donc, beaucoup de détresse et de déconditionnement. Donc, les intervenants étaient très inquiets pour la population. Comment on s'est adapté? Bien évidemment, on a essayé de poursuivre le mandat de l'organisation de toutes les façons possibles. On a entendu beaucoup de flexibilité chez les intervenants qui se sont vraiment adaptés, qui ont fait des changements significatifs dans la manière d'offrir le travail.
Donc, il y a beaucoup de télétravail, de télépratique, évidemment, de manière générale. On a recouru aux nouvelles technologies de l'information, puis on s'est rendu compte que, bon, il n'y a pas juste Zoom, là, il y a différentes options qui ont été utilisées. Teams, Messenger, le courriel, beaucoup d'appels téléphoniques aussi, des organismes communautaires là, qui ont décidé d'appeler tout le monde, prendre des nouvelles, faire des suivis, etc. Donc, on n'a pas non plus les mêmes moyens d'une équipe à l'autre ou d'un organisme à l'autre. Pas d'abonnement Zoom nécessairement, puis il y a des organismes qui n'avaient pas de laptop, pas de matériel informatique. Donc, il y avait tout ça à mettre à jour. Dans le réseau aussi, ça a été relativement compliqué d'un endroit à l'autre. Il y a des équipes qui étaient déjà plus équipées ou qui avaient déjà l'habitude de travailler un petit peu en ligne, en télépratique, d'autres pas du tout. Donc, les résultats sont vraiment inégaux là, à ce point-ci. Pour certaines personnes, ça a été beaucoup plus facile l'adaptation que pour d'autres. Pour le secteur communautaire, évidemment, ça a été un peu plus accéléré, mais selon les moyens de chaque organisme. Donc, on a vraiment senti qu'il y avait eu un mouvement de solidarité pour le maintien des liens avec la communauté. Donc, on fait autrement. Ça a été très, très présent, puis une fierté de ça. Donc, même si on n'a pas pu maintenir les services comme tels, il y a eu une adaptation là, assez générale dans les organismes qu'on a rencontrés. Pour le télétravail, comme je vous disais, ça a été vécu un peu différemment pour chacun. Il y en a qui ont trouvé ça plus facile que ce qu'ils avaient anticipé, d'autres plus difficile que ce qu'ils avaient anticipé. Une des choses qui ressort, qui était très difficile, c'était l'absence de soutien informel, de contacts sociaux. Donc, ce qu'on entendait beaucoup, c'est le manque des collègues, de pouvoir partager des moments informels au cours de la journée, de dîner ensemble, de pouvoir échanger sur les différentes situations qu'on vit, tout ça. Donc, un exemple de verbatim, on se retrouve chacun chez nous isolé. On sait que notre job n'est pas évident. Moi, j'ai besoin de parler à mes collègues, j'ai besoin de les consulter. C'est pas évident. Donc, on ressentait là, vraiment une certaine démotivation, de la colère. J'aime mon travail, mais en présence de la clientèle, pour le reste, j'ai moins le goût de m'investir. Fait qu'il y avait vraiment des difficultés au niveau de la motivation et de l'envie de poursuivre, du sens aussi qu'on donne à notre travail. On gagne du temps, on économise plus de temps avec les enfants. Bien, ça aussi, ça a été intéressant parce qu'il y a eu des pour au télétravail. Donc, pour certaines personnes, ça a été vécu positivement. La vie était plus calme, une certaine lenteur qu'on a trouvée dans le télétravail, donc on a pu apprécier. Mais quand même une conciliation travail-famille qui était difficile pour certains. Toute la réaction personnelle, comme on disait tantôt, la peur pour nous, pour la famille, etc. De travailler de la maison avec les enfants aussi, c'est pas toujours évident. Une charge mentale qui a été portée davantage par les femmes, rapportée dans plusieurs études. Au niveau de l'adaptation au numérique, ça a été plus difficile pour certains. Par exemple, quelqu'un qui nous disait « Moi, j'ai besoin d'aide avec le numérique ». Mais en général, on n'a pas d'aide. C'est comme un peu garoché. On doit aller rapidement, s'adapter rapidement pour offrir des services en ligne. Pour d'autres, ça a été plus facile. Le manque d'équipement a été un enjeu aussi. Donc, ce n'est pas tout le monde qui était prêt, qui avait un équipement informatique, même de l'Internet, etc., dépendant du lieu pour les interventions et tout ça. Évidemment, il est ressorti plusieurs limites à la télépratique au niveau du lien de confiance, des situations de crise. Comment intervenir, comment établir un lien. L'intervention auprès des enfants aussi. Donc, il y avait beaucoup de défis. L'intervention psychosociale de crise en ligne, c'est un gros défi. Les gens sont dans la survie, ils ne sont pas disponibles nécessairement en ligne. Certains intervenants qui nous disaient carrément le virtuel, c'est un recul au point de vue psychosocial, un espèce de côté froid à l'intervention aussi. Toutefois, il y a certains organismes, certains intervenants qui nous disaient qu'il y avait aussi des gains parce qu'on pouvait venir offrir un service à une population qui était plus éloignée, qui n'avait pas nécessairement les moyens de se déplacer. Donc, c'est une modalité qui pourrait être gardée pour certaines familles qui habitent un peu plus loin, par exemple à 45 minutes de route. On peut se voir un peu plus souvent par Zoom qu'on se serait vu en présentiel. Donc, ça peut être positif pour certains. Donc, en somme, comme Maxime vient de le démontrer aussi, la pandémie a engendré un bouleversement au sein des organisations. Là. Il y a eu des transformations, c'est sûr, organisationnelles par les pratiques.
mais également des transformations au niveau des équipes de travail, des transformations individuelles, parce que pour certaines personnes, faire du télétravail et de la télépratique, ça a demandé de s'adapter, de faire des deuils également, de revoir leur façon de faire. Ça a amené également des changements au niveau des pratiques. Si on regarde rapidement le schéma là, par rapport au schéma initial qu'on avait, bien, par rapport à l'ordre établi, bien, avec la pandémie qui était annoncée, bon, c'était bien entendu un choc, de la peur. Initialement, là, tout au sein du réseau de la santé, là, il y a eu un immobilisme. Hein, on ne savait pas comment agir. Ça a pris un certain temps avec qu'il y a un leadership qui s'annonce au sein de certaines équipes. Ça a amené aussi une déstabilisation, des doutes, comment on fait, comment on agit. Donc, ça a comporté, comme Maxime l'a mentionné, là, les gens ont vécu diverses émotions à travers ça. Il y a eu une recherche de sens. Parfois, on cherchait le coupable face à la crise, puis également au sein de nos organisations, ce qu'on aurait dû faire autrement, ce qu'on devrait faire. Donc, la crise a amené une désorganisation, des remises en question, de la colère, des sentiments d'impuissance, sentiment d'abandon aussi de certaines personnes face à la perte de leurs équipes de travail aussi, de la colère, d'isolement, des maladies, des départs. Donc, l'impact a été majeur au sein des organisations. Peu à peu, on a vu l'émergence aussi de solutions, de façons de faire. On a dû se réinventer, on a dû innover, être créatif, puis accepter aussi de faire autrement. Donc, ça a comporté aussi des nouveaux rôles à prendre, des liens qui se sont transformés aussi au sein des équipes de travail. Donc, peu à peu, on a vu une restructuration là, au sein des équipes, mais aussi dans les modalités de travail. Il y a eu des apprentissages, des adaptations à faire. Ce n'est pas tout le monde qui était à l'aise avec les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Donc, on apprenait en même temps qu'on faisait aussi. On ne partait pas de la même place. En lien avec ce que Maxime a mentionné tantôt, là, certains organismes communautaires là, qui ont eu des dons pour avoir des ressources technologiques aussi là, pour être en mesure de poursuivre leur mandat, de faire leur travail. Donc, je dirais qu'on arrive avec des organisations, on ne peut pas dire qu'on est dans une nouvelle ordre établie, mais on voit déjà qu'il y a des choses qui émergent aussi dans les façons de faire, qui vont probablement être des choses qui vont probablement rester et se maintenir dans le temps. Donc, si je reviens ici au schéma de gauche, on a dû se réinventer, entre guillemets, face à la crise. Puis le virage que les organisations ont fait, là, que ce soit dans le réseau de la santé, puis également dans les organismes communautaires, là, ont été possibles avec la contribution et la bonne volonté aussi du personnel, en fait. Il y avait un travail de co-construction qui s'est fait, probablement aussi qui s'est fait dans certains endroits mieux qu'ailleurs aussi, là. Comme mentionné, bon, le leadership au sein des organisations est extrêmement important. Puis on a vu que lorsqu'il y avait un leadership qui avait été pris dans les organisations, c'était vu comme un élément facilitateur aussi. Et ça, ce leadership-là a manqué, là, surtout dans la première vague, dans les grosses organisations, là, dans le réseau. Et pas pour toutes les organisations, mais dans certaines, c'est des choses qu'on a entendues. Parce qu'un leadership, ça favorise les repères, la réassurance, le sentiment d'être dans un collectif de travail aussi. Ça amène, c'est une solidarité. Puis la solidarité est source de résilience, moteur d'action, on cherche des solutions ensemble, collectivement, on se mobilise. Et puis, globalement, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que l'arrêt des services là, a un impact direct, on le sait, sur la population et sur les populations les plus vulnérables. Puis, il y a un post-mortem, il y a un retour qui doit être fait là, pour évaluer ce qu'on a fait bien, mais aussi également ce qu'on doit faire autrement. C'est essentiel, là. Et en somme, en conclusion,
La crise a démontré l'utilité puis l'importance du travail de proximité. En fait, les acteurs de première ligne, là, les gens qui étaient en première ligne, ils ont fait un excellent travail, là, je pense entre autres à nos organismes communautaires. Là. Il y a un maintien des liens avec les populations qui étaient dans des situations précaires. C'est essentiel pour venir en aide rapidement aux gens et réagir rapidement. Lorsqu'on fait un travail de proximité, on sait ce qui se passe et on est en mesure d'apporter des solutions avec eux. Un autre aspect qui a été nommé par de nombreux organisateurs communautaires, là, on l'a remarqué, les organisateurs communautaires, dans une prochaine crise, ils doivent demeurer sur le terrain. C'est essentiel parce qu'ils ont un rôle de maintien des liens avec les organismes. Ils ont également un travail de liaison et de collaboration avec eux. Comme mentionné, les organismes communautaires ont également joué un rôle de premier plan. Et malgré le peu de ressources et de moyens, ils ont fait du travail exemplaire auprès de la population. Ils sont malheureusement peu reconnus à leur juste valeur. Ils ont un financement précaire et ça a aussi des impacts directs sur la santé de plusieurs intervenants du milieu communautaire. On a vu d'épuisement aussi dans les milieux communautaires. Maxime l'a bien mentionné, là, il y a des gens qui ont décidé, qui ont quitté pour des problèmes de santé. Donc, ainsi, en conclusion, bien entendu, la pandémie n'est pas terminée. Là, et puis, le bilan reste à faire aussi là, pour les organisations pour qu'on soit meilleur la prochaine fois également. Qu'on puisse aussi identifier ce qu'on a bien fait. Parce qu'il y a des choses qui ont été bien faites et qui sont à maintenir pour la suite des choses. Voilà, merci.